C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Putain, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est l'attaquant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 8 de Jeux en Triangle. C'est toujours un plaisir d'être entouré de David Hernandez et Geoffrey Stein. Salut messieurs, comment ça va ? Salut Arthur, salut Geoffrey, ça va super, et vous ? Voilà, très bien. Le numéro 8, c'est parfait, hein, le numéro de Thiago Motta au PSG, donc ça sera forcément un épisode de qualité. Exactement. On rappelle comme chaque semaine le principe de ce podcast. On prend 3 joueurs du même poste, actuel ou à la retraite. On va échanger au sujet de ces joueurs, de leur parcours, des frissons qu'ils nous ont procurés. Et puis à la fin, chacun va les classer en 3 catégories, titulaires sur le banc au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify. Si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Twitter. Allez, on se lance dans ce 8e opus et on a voulu faire un petit clin d'œil à la finale de Ligue des Champions qui arrive à grands pas puisque ce sera samedi. On a donc choisi 2 vainqueurs de cette C1 et un joueur qui sera finaliste samedi. On parle de 3 ailiers, 3 joueurs africains qui martyrisent les défenses de Première Ligue. C'est l'heure d'un débat autour de Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah. Vous l'avez compris, c'est l'ailier algérien qui sera en finale contre Chelsea, alors que les 2 joueurs des Reds, eux, l'ont perdu puis remporté, cette finale de Ligue des Champions. Les bases sont posées. Messieurs, enfilez votre plus belle ceinture lombaire parce que ça va casser des reins. C'est parti pour l'échauffement. Geoffrey, tu veux te lancer ? Riyad Mahrez, si je devais retenir une chose chez Mahrez, c'est sa saison avec Leicester, la fameuse saison où Leicester est champion d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un des joueurs dont on parle assez peu, en tout cas en France on en a assez peu parlé finalement, alors que c'est lui qui est élu meilleur joueur de cette saison-là. Mais on parlait plus de Vardy parce que les stats étaient clinquantes, d'N'Golo Kanté parce que voilà, son impact était énorme et milieu français. On parlait de Schmeichel parce que l'affiliation, on parlait de Ranieri parce qu'on avait un lien déjà particulier avec Ranieri qui était déjà passé par la Ligue 1 et qu'on connaissait bien. Mais Mahrez, sa saison, elle est folle. C'est vraiment la saison où il passe un cap complet dans sa carrière, c'est la saison tournant pour lui. Il finit à 17 buts et 10 passes décisives en Première Ligue. Il trouve enfin cette efficacité après laquelle il courait. On sent que Ranieri a permis de le cadrer, de le mettre dans un système où il avait vraiment un rôle, où c'était plus un électron libre qui faisait un petit peu n'importe quoi et qui se baladait sur le terrain. Donc voilà, vraiment c'est la saison tournante de la carrière de Mahrez et je trouve qu'elle est assez peu mise en avant par rapport à ce qu'il a réalisé. Sur Mané, j'avoue que c'est une image que j'ai découverte en travaillant ce podcast. C'est un triplé qu'il met en 3 minutes, même en 2 minutes et 55 secondes, avec Southampton contre Villa. Alors les 2 premiers buts sont un petit peu pourris, c'est des ballons qui traînent, des erreurs de défense de gardien, et il n'a plus qu'à la pousser au fond. Le troisième est un petit peu plus joli. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit clin d'œil intéressant parce que Mané, c'est pas forcément un énorme joueur de stats, même s'il a des stats tout à fait intéressantes, mais c'est aussi un joueur de coups d'éclat qui va pouvoir briller des fois sur des moments très précis dans sa carrière. Et puis pour le coup sur Salah, c'est un souvenir beaucoup plus prégnant et dont je me souviens très bien. C'était un match que j'avais maté dans un bar de supporters de Liverpool à Paris. C'est son match contre la Roma sur la Ligue des Champions 2018. Parce que là, on sent le joueur en état de grâce total. Sa saison, elle est exceptionnelle, sa première saison à Liverpool. Et là, il fait 2 buts, 2 passes D. Son deuxième but, je crois, est magnifique. C'est une frappe enroulée dans la lucarne opposée. C'est le premier ou le deuxième, j'ai plus de souvenirs. Mais il fait un match exceptionnel. C'est la saison de Mohamed Salah résumée en 90 minutes. Et là, je me suis dit que c'était vraiment très très fort ce qu'il arrivait à faire dès sa première saison à Liverpool et d'arriver à porter cette équipe du coup jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Alors j'avais le même souvenir pour Salah, du coup je vais prendre autre chose et plus une image globale qu'un souvenir très précis.
Moi, ça là, c'est ces célébrations de but, genoux à terre, les doigts vers le ciel, et c'est cette humilité qui dégage sur le terrain, dans sa manière de célébrer, même dans sa manière de jouer. C'est un joueur qui a énormément de qualité, mais qui est humble dans la manière dont il les utilise. Et on a pu entendre ici et là pas mal de petites histoires assez sympas à son sujet, socialement, etc. Donc ça a l'air d'être quelqu'un de très très bien, et ça ne vient que renforcer l'admiration que j'ai pour ce joueur. Ensuite, Mahrez, alors moi c'est la finale de la CAN que l'Algérie remporte contre le Sénégal de Sadio Mané, justement. Très bon souvenir parce que j'avais vécu cette finale, bon, pour le coup en Tunisie, mais entouré de supporters algériens. C'était extraordinaire, l'ambiance était folle, très beau moment de communion. Et puis c'est quand même dans la foulée de son but, de son coup franc contre le Nigeria en demi-finale, avec à l'époque les commentaires de Julien Brun sur beIN Sport qui étaient fous. Donc très, très joli souvenir, cette fin de CAN victorieuse pour l'Algérie. Et puis Sadio Mané, alors c'est son but contre Manchester City en quart de finale, je crois, en 2018, où Liverpool terrasse Manchester City 3-0. Et il met ce but de la tête et il célèbre presque pas après. Il marche, il y a directement ses coéquipiers qui viennent sur lui. Et ça représente vraiment cette démonstration de force de l'époque, cette célébration-là. C'est-à-dire que Liverpool écrase City et ça a l'air presque normal. Et je trouve que cette action de Mané le résume très très bien. Bah pour continuer sur Mané, ça sera moins sur le terrain, mais plus le fait qu'il sorte de cette fameuse entre guillemets fabrique Génération Foot, qui est en partenariat avec le FC Metz et qui a sorti aussi Ismaïla Sarr. C'est ce symbole que c'est possible, même si on vient d'un pays peut-être défavorisé où il y a peut-être moins de moyens qu'en Europe, etc. Cette possibilité de réussir en partant de pratiquement rien, et du coup cette stature et ce rôle un peu d'idole et d'exemple pour les jeunes Sénégalais. Sur Mahrez, ouais, j'avais aussi le Mahrez de Leicester, mais c'est plutôt un souvenir récent. C'est un match des éliminatoires de la CAN contre le Zimbabwe, là, il y a 2-3 mois, où il met un but sorti de nulle part qui a enflammé Twitter et la team DZ. En fait, il fait une sorte de contrôle en aile de pigeon dans la course, et il fait un ou deux crochets derrière, et il enroule côté opposé. Et en fait, je trouve que c'est bien le symbole de Mahrez, capable d'action un peu messinesque, sorti un peu de nulle part. Et pour Salah, du coup, j'ai un peu aussi la même posture sur son rôle un peu sociétal qu'il peut avoir dans le foot actuel, où c'est un peu bling-bling, et lui, il fait preuve vraiment de simplicité. Il a aussi un peu permis la démocratisation de la religion, de l'islam dans le foot, où on est plus à même de montrer son appartenance à cette religion qu'on pouvait l'avoir il y a quelques années. Et on va pouvoir passer au match, messieurs, on est bien chaud, c'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec le finaliste de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. C'est Arthur de remettre le couteau dans la plaie. J'ai pas parlé des demi-finales, j'ai juste parlé de la finale. Riyad Mahrez, 30 ans, 1m79, un parcours qui commence du côté de Quimper, et c'est surtout après du côté du Havre qui va commencer à faire ses preuves en pro. Un départ à Leicester où il va évoluer 4 saisons, d'abord en Championship entre 2014 et 2018, et puis Manchester City depuis. La transition est facile, mais le premier point intéressant sur Riyad Mahrez, c'est ce parcours où, en fait, avant ses 24 ans, Riyad Mahrez n'a pas de référence au très haut niveau. Et aujourd'hui, il est où on le sait. Même pas de centre de formation, en fait. C'est un joueur qui... C'est un peu cliché, malheureusement, de dire ça, mais c'est un joueur qui vient de la rue, qui vient vraiment du foot de rue. Et ça se retrouve, du coup, dans son profil physique au départ, même s'il a beaucoup évolué maintenant, et son profil technique. On sent que c'est un joueur qui, en effet, a éclos tardivement et qui a donc développé tout ce qui est en rapport avec le football de haut niveau, c'est-à-dire la condition physique, la culture tactique. Il l'a développé sur le tas. Et donc, je parlais de l'importance de Ranieri et l'importance aujourd'hui presque encore plus grande, en tout cas sur l'aspect tactique de Guardiola, qui en a fait un joueur ultra complet, notamment dans son impact défensif, où il avait encore des limites, même à Leicester, où en fait, tu avais toute une équipe qui travaillait, même un Vardy qui travaillait bien plus que lui pour le collectif.
Là, City, voilà, on connaît les préceptes de Guardiola, il est obligé de se mettre dans le moule. Et donc cette évolution, c'est hyper intéressant parce que tu disais tout à l'heure de Mané que c'était un exemple pour les jeunes Sénégalais. Mahrez, en fait, c'est un exemple pour tout le monde. Pour n'importe quel petit joueur de la banlieue parisienne, lyonnaise, bordelaise ou même pas d'ailleurs de banlieue. Un joueur qui va jouer sur son terrain, sur son City Stade tous les matins, qui va maîtriser sa technique à la perfection et qui à un moment va avoir la chance, la chance et le talent, parce qu'il avait un talent supérieur pour être remarqué au départ, et le talent d'arriver à avoir une carrière comme il a aujourd'hui. Je trouve que c'est un super exemple à suivre, Mahrez. Comme tu disais, c'est le symbole de ce joueur brut sorti de la rue qui est vraiment dans l'élimination, dans le 1 contre 1, comme pouvait l'être par exemple un Arjen Robben durant toute cette carrière, mais qui a aussi eu du coup l'intelligence de pouvoir s'adapter après la demi contre le PSG où il envoie un petit taquet un peu à Neymar et Mbappé. Il insiste vraiment sur le fait que voilà, à Manchester City, tu as Guardiola qui a inculqué un peu cette culture du pressing collectif où les égos des uns ne doivent pas interférer sur la bonne mécanique de l'équipe, et c'est aussi dans ça qu'il a beaucoup évolué, je trouve, depuis 2 ans, et qui fait aussi qu'il est plus souvent titularisé par Guardiola ces dernières semaines et même ces derniers mois par rapport au début où il arrive à Manchester City et il joue vraiment le rôle de joker de luxe. Il a d'ailleurs dit souvent que ça lui plaisait pas, et il a eu l'intelligence de se remettre en question pour pouvoir s'intégrer dans le moule Guardiola. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est, à l'échelle de sa carrière, il est vraiment acteur des moments très très forts de sa carrière, en fait. C'est-à-dire que, je parlais de son coup franc tout à l'heure en demi-finale de la CAN, il qualifie son pays en finale de la CAN. Il y a sa meilleure saison personnelle, c'est la saison du titre avec Leicester, donc il a une importance énorme dans le titre avec Leicester. Meilleur joueur de Première Ligue cette saison, comme tu le disais, Geoffrey. Et puis là, il envoie Manchester City, désolé, je remets le couteau dans la plaie, mais il envoie Manchester City quand même en finale de Ligue des Champions. Et je trouve que c'est très intéressant parce que de l'autre côté, c'est un joueur qui, même s'il y a cette belle saison à Leicester, je trouve, moi, n'a pas encore véritablement franchi ce palier statistique. Et lui-même le disait encore dans des interviews récentes. Il manque encore un petit quelque chose statistiquement à Riyad Mahrez. Pour un joueur qui joue autant qu'il le fait cette saison à Manchester City, c'est un joueur dont on attend beaucoup plus de buts et de gestes décisifs plus largement. Je pense que là, il est à un moment charnière de sa carrière. Depuis le début de l'année, il en est à 9 buts et 6 passes, alors que la première partie de saison, il avait marqué que 4 buts et 1 passe. Donc déjà, le système de 109 sans Gabriel Jesus ou Agüero lui a permis aussi de passer ce cap. Et peut-être que l'année prochaine, on verra, que tu parles des stats, peut-être qu'il sera peut-être un peu plus décisif tout au long d'une saison plutôt que sur une période très restreinte. Après, je trouve aussi ce qui lui manque dans sa capacité à stater, on va dire, c'est que je trouve que c'est un passeur très neutre. En tout cas, pas un passeur qui va trouver des décalages dans la profondeur, sur un attaquant qui fait un appel. Je le trouve un petit peu facile dans ses passes. Alors, il va finir avec des passes D parce que il va créer des décalages un peu solitaires avec ses dribbles, et du coup, s'il a plus qu'à la donner, il sait quand même faire une passe de 10-15 mètres un peu propre, mais il va pas faire des passes géniales comme tu peux voir, pour prendre un exemple à City, un Kevin De Bruyne ou même un Bernardo Silva. Mahrez, il lui manque vraiment encore un petit cap à passer sur sa capacité à faire la différence, à transpercer une ligne par la passe. Je le trouve encore un petit peu léger là-dedans. Et ça pourra l'aider à terme à améliorer justement ses comptes statistiques, parce que mine de rien, comme tu le disais, pour un joueur qui joue aussi haut sur le terrain, ça compte. Ouais, ça rejoint une réflexion que je me faisais. Je trouve que c'est peut-être des trois le plus lisible dans son jeu, parfois presque stéréotypé en fait. Parfois il y a des crochets, on le voit faire, on se dit bon, autant il est capable de, entre guillemets, casser des reins sur certaines feintes de frappe, notamment quand il revient crochet intérieur dans la surface, mais je trouve qu'il reste quand même assez stéréotypé dans son jeu. Et peut-être encore un petit peu centré, parfois trop sur lui-même, où on va le voir rentrer un peu dans l'axe, il y a des solutions, mais il va prendre une frappe du gauche qui n'est pas forcément évidente. Donc c'est peut-être un aspect de son jeu qui peut travailler, en sachant qu'aujourd'hui, dans le système de Guardiola,
il part en plus de beaucoup plus loin peut-être qu'à l'époque de Leicester, où là vraiment sur les côtés, la position de départ des ailiers de Guardiola, c'est vraiment on colle les lignes, quoi. Bah après, pour avoir une note un peu plus positive sur lui, tu parlais de son coup franc pendant la CAN, son impact de leader à City, ça se voit moins parce qu'il est noyé au milieu de stars, mais son impact de leader chez les Fennecs a augmenté de façon considérable depuis la prise de pouvoir de Belmadi. Il fait partie de la sélection depuis 2013, je crois. Il arrive juste avant la Coupe du Monde, 2014. Mais c'est vrai, ça fait vraiment un an et demi qu'il a pris ce rôle de leader technique et vocal. Et le fait que Belmadi lui donne le rôle de capitaine, je crois 1 mois ou 2 mois après son arrivée, lui a fait passer aussi ce cap mental qu'on retrouve pas encore à Manchester City, mais qui lui a peut-être aussi fait prendre conscience qu'à City et en Angleterre, il devait se mettre plus au service du collectif que de sa prestation individuelle. Ouais, il a clairement évolué sur ce plan-là. On sent qu'il a vraiment pris de la maturité. On disait tout à l'heure que Guardiola, qu'il n'avait pas forcément toujours apprécié d'être mis sur le banc assez régulièrement par Guardiola. Son attitude aussi au moment de son départ de Leicester n'a pas toujours été ultra classe. Il n'est pas allé au clash, mais il y a eu des absences de l'entraînement un petit peu suspectes à l'hiver 2017 ou 2018 je crois, quand il voulait déjà rejoindre City. Mais on sent là, il a pris de la maturité et ça se voit aussi dans son jeu, je trouve. Et ce que j'aime bien dans l'évolution sur le terrain de Mahrez, c'est que ça n'a pas interféré dans ses qualités de base. C'est-à-dire qu'il n'a pas aujourd'hui, il privilégie pas forcément l'efficacité à sa capacité d'élimination, de dribble. Il arrive un peu à faire le mix entre tout ça, parce que sa capacité de dribble, ça reste l'élément qui en fait un joueur à part, un joueur qui va vraiment compter pour une équipe comme City, parce que finalement, quand tu vois dans un jeu de position, il faut avoir ces joueurs capables d'être les détonateurs. Et bah voilà, sa capacité de dribble, notamment sa capacité de feinte, comme tu disais tout à l'heure, sur les crochets, sur les feintes de frappe, là aujourd'hui, pour moi, il y a quasiment pas meilleur, peut-être éventuellement avec un Neymar en forme, mais même avec un Neymar, je trouve que ça discute sur la capacité d'élimination de joueurs en mouvement. C'est vraiment du très très haut niveau, Mahrez. Ouais, ce qui fait que ces qualités-là en font un joueur qu'on identifie vraiment très précisément à un poste, celui d'ailier droit. C'est-à-dire que Mahrez ailier gauche, c'est pas fou. Mahrez un peu en numéro 8 à la Bernardo Silva, je pense pas que ça marcherait. En pointe encore moins. Je sais pas si Guardiola l'a essayé en faux neuf. Je crois que c'est peut-être arrivé une fois, mais je suis pas sûr que ça ait été très concluant. Donc c'est le moins polyvalent des joueurs auxquels on s'attarde aujourd'hui. Mais au final, c'est plus très à la mode de ne pas être polyvalent, mais c'est pas grave, quoi, parce qu'il fait son boulot et il le fait très bien, même si c'est globalement exactement le même toutes les semaines. Pour revenir à ce départ de Leicester un peu en eau de boudin, etc. Ce titre de champion lui a pas fait passer au final ce cap. Là, il a déjà 30 ans et on est encore en train de dire qu'il faut qu'il améliore son jeu, etc. Et je pense que ce départ avorté ou qui a même pas eu lieu au moment du titre lui dessert aujourd'hui. Il lui manque peut-être en effet une petite année. Là, c'est vrai qu'il arrive à 30 ans et on a toujours une espèce de petite frustration avec Mahrez qu'on n'aurait pas. Peut-être s'il avait eu cette saison-là un peu... On a l'impression qu'il y a une espèce de déclic qui est en train de se passer là cette saison. S'il avait eu 1 an plus tôt, peut-être qu'on aurait une image différente aussi de Mahrez, c'est vrai. Surtout peut-être que par rapport à son profil de jeu, c'est pas le genre de joueur qu'on attend de voir au très très haut niveau jusqu'à 35 ans par exemple. C'est pas un vieux briscard devant, etc. Après, pour quelqu'un qui a commencé sur le tard, il a déjà 3 premières ligues à son actif. S'il y a une Ligue des Champions qui arrive là quand même, on sera sur une carrière quand même bien bien riche, quoi. On va pouvoir enchaîner avec Sadio Mané. Il a 1 an de moins, Sadio Mané, le Sénégalais, 29 ans. On l'a d'abord vu à Metz sur une saison, 2011-2012, puis à Salzbourg entre 2012 et 2014. Ensuite, le voyage vers la Première Ligue, Southampton, où il reste entre 2014 et 2016, et puis Liverpool depuis. Voilà, joueur majeur de la grande réussite des Reds sous Jürgen Klopp, et membre du fameux trio Firmino, Salah, Mané, j'ai tout inversé. Firmino, Salah, Mané, qui a remis Liverpool tout en haut de l'affiche.
On parlait de Mahrez et de son parcours sinueux. Mané, c'est tout l'inverse, quoi. C'est étape par étape, chaque chose en son temps. Et c'est aussi ce qui lui a permis de pouvoir s'intégrer au principe de Klopp et de l'historique de Liverpool. Parce qu'au final, il n'a que 22 ans, mais ça fait déjà 29 ans, pardon. Et ça fait quand même déjà 5 ans qu'il est à Liverpool. On s'en rend pas forcément compte. Mais il a réussi à valider toutes les étapes une par une jusqu'à arriver au fait d'être considéré comme l'une des stars d'un top club européen. Ce que peut-être on n'en imaginait pas quand il était à Dakar, mais le fait, et qui fait peut-être aussi la différence avec Mahrez, comme on disait juste avant, qui a 30 ans, a pas fait de centre de formation et n'a pas eu cette étude et cette formation qui lui aurait permis à 25-26 ans de passer ce stade dans un top club européen. Son parcours, il est ultra cohérent, parce que même Southampton, c'est vraiment le club palier de la Première Ligue par excellence. Et du coup, ça en fait, je trouve, le joueur des trois, même par rapport à Salah, le plus facile en fait à intégrer dans un collectif. Il sait tout faire, après, pas tout faire à l'excellence, mais tout bien faire. Tu peux le mettre à peu près à tous les postes offensifs, même quasiment en neuf. Il va savoir faire, il se débrouillera. C'est aussi, pour moi, celui qui a le moins besoin du ballon pour briller. Et ça, c'est une vraie marque de force dans le jeu collectif, parce qu'il peut aussi bien faire des appels dans la profondeur, étirer les lignes, te faire très mal à l'adversaire par ses déplacements, alors que les deux autres ont vraiment besoin de prendre le ballon dans les pieds pour derrière démarrer avec et faire des différences. Donc ouais, on sent un joueur très bien formé, très mûr, ce qui est moins le cas des deux autres. Ce que j'aime, c'est que c'est un joueur qui est étonnant en fait, qui est même très instinctif par moment. C'est pas forcément c'est sûr, le plus habile techniquement que les deux autres, mais il est pas en reste non plus. Et il est à la fois, il est aussi capable de gestes de grande classe en fait. Et c'est pas des coups tous les 3 ans, quoi. C'est vraiment de manière assez répétée. Il y a eu un but incroyable contre le Bayern face à Neuer, je crois. Il y a un but d'une talonnade. Il marque pied gauche, pied droit, de la tête. Effectivement, il est très polyvalent. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est le plus complet devant le but, Sadio Mané. Le plus redoutable au moment de finir, même si ça là, c'est aussi être très clinique, on y reviendra après. Mais le plus complet avec pied droit, pied gauche, tête, quoi. Ouais, c'est le souci de l'efficacité. Il n'y a pas de futurité dans son jeu. Ça rejoint un peu ce qu'est Mané en tant qu'homme. C'est que c'est quelqu'un qui est simple, qui est humble. Ça a été toujours souligné de partout où il est passé. Et ça, je trouve que ça se retrouve dans son jeu. C'est que c'est quelqu'un qui va percuter, qui va dribbler. Il y a des vidéos qui tournent où on le voit faire la misère, comme tu dis, casser des reins, etc. Mais toujours dans le souci de ne pas faire le crochet de trop, le dribble de trop, et toujours chercher aussi son coéquipier. C'est que c'est peut-être le moins individualiste et le plus altruiste des trois. Ouais, ce qu'il a d'ailleurs un petit peu des fois reproché à Salah, assez ostensiblement sur les terrains ces derniers mois, quand ça se passe un peu moins bien. Je trouve aussi qu'il y a cette qualité physique, et là on revient à cet aspect formation, le fait d'avoir été à Génération Foot, puis derrière d'avoir eu une évolution assez classique. Du coup, physiquement, il était très vite formé pour réussir, contrairement aux deux autres qui ont eu besoin de temps pour prendre de la masse, pour s'étoffer physiquement. Lui, il a tout de suite été prêt, on le sentait mûr. Quand tu regardes des images de ce que tu vois à Salzbourg, c'est déjà le Mané presque que tu vois à Liverpool. Et physiquement, je trouve que c'est vraiment quasiment un monstre, parce que centre de gravité bas, très difficile de lui prendre le ballon, il tombe jamais, sur ses appuis ultra forts. Il a vraiment cette force physique qui lui permet de faire des grosses diffs, alors que je pense que techniquement c'est quand même le plus brouillon un petit peu des trois. Je vais pas dire que c'est un tout droit, parce que ça serait vraiment méchant, il a de vraies qualités techniques, mais des fois il va un peu foncer dans le tas, mais ça lui réussit parfois, parce que physiquement il met une telle intensité, il va avoir le petit contre favorable, il va réussir à s'en sortir finalement, alors que je pense que techniquement c'est quand même le moins fin des trois qu'on a aujourd'hui. Ouais, ses qualités physiques, elles lui ont permis de tenir la cadence, même si cette saison est beaucoup plus compliquée à titre individuel comme collectif pour lui, mais ça lui a permis de tenir la cadence, et lui, contrairement à d'autres, n'a pas lâché physiquement.
Là, à l'heure où on se parle, il a raté 8 matchs de Première Ligue sur les 3 dernières saisons avec Liverpool. Quand on sait l'intensité que demande Jürgen Klopp, c'est assez impressionnant. Après, ce que je voulais tempérer, c'est sur le côté tempérament. On parle d'un joueur très modeste, etc. Mais c'est un joueur quand même qui aime prendre la lumière et qui a un caractère pas si facile que ça, je pense, parce qu'on l'a vu, je crois que récemment, il n'a pas voulu serrer la main de Jürgen Klopp, ça a fait un peu parler. Il y a eu plusieurs fois où il a clairement affiché son mécontentement en sortant, même quand ça allait bien mieux pour Liverpool. Voilà, je pense que c'est un vrai caractère, Sadio Mané, et que c'est un ego à gérer quand même dans un vestiaire. Ça vient peut-être aussi, alors là j'extrapole beaucoup, mais je voulais revenir sur son parcours qui est certes linéaire, mais qui a commencé où il a dû vraiment en me renseignant, j'ai vu qu'il a dû vraiment se battre pour avoir le droit d'aller jouer au foot. Je crois qu'il y a même eu une histoire de fugue. Pour aller à Dakar. Ça reste dans la jeunesse des parcours quand même qui sont assez cabossés avant d'arriver à ce côté plus linéaire. Est-ce que c'est pas aussi un sentiment il se sent pas frustré d'avoir peut-être pas cette reconnaissance internationale ou même européenne, qui recherche, comme tu dis, qu'il a un ego et qui recherche la lumière, mais au final, peut-être que c'est plus Salah qui va prendre la lumière, ou même plus un Alisson ou un Van Dijk, quand on parle de Liverpool. C'est peut-être aussi, ça joue aussi plus là-dessus, parce que je me rends compte que c'est paradoxal, mais son meilleur bilan au Ballon d'Or, c'est l'année du titre où il marque 4 buts, du titre en Première Ligue où il marque 4 buts en C1, et au final, quand ils perdent la C1, il marque but en demi, but en finale, il finit avec 10 passes et 7 buts, et il finit que 22e du Ballon d'Or quand Salah, lui, finit en haut. Donc c'est peut-être aussi un sentiment, pas d'infériorité, mais peut-être de frustration collective et individuelle du coup. Ouais, c'est vrai que c'est pas lui qui ressort dans ce collectif de Liverpool, parce que même aujourd'hui, on en a parlé récemment, on va peut-être plus mettre en avant un Van Dijk ou un Alisson ou des joueurs au milieu. C'est vrai que dans ce trio d'attaque, tu as un joueur quand même qui prend un peu plus la lumière, je pense, c'est Salah. Et on va aussi très souvent mettre en avant l'apport collectif de Firmino. Et Mané, il est un peu entre les deux. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour lui de trouver sa place. Là où, par exemple, avec le Sénégal, je trouve que son évolution elle est assez intéressante parce que pour le coup, c'est vraiment le leader technique de cette équipe. Finalement, ça passe pas à grand-chose que cette CAN qui est du côté de Mahrez, elle soit du côté de Mané, pardon, il est en finale de cette CAN et il joue un rôle assez important tout au long de la compétition. Il y a cette Coupe du Monde 2018 où ça passe pas si loin de se qualifier pour les huitièmes. Tu as ce match décisif contre la Colombie où ça perd, mais ça joue vraiment à pas grand-chose. Je pense que le Sénégal est vraiment sur la bonne voie en termes d'évolution et ça peut permettre à Mané aussi de prendre une autre dimension sur la scène internationale s'il arrive à amener le Sénégal sur un huitième ou un quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que ça peut vraiment le faire franchir un cap dans l'opinion publique. C'est vrai que pour l'instant, toutes ces occasions-là n'ont pas tourné en sa faveur. Tu parlais de la finale contre le Sénégal. Il y a un quart de CAN en 2017 où il rate un penalty contre le Cameroun, séance de tir au but, donc ça élimine le Sénégal. David t'en parlait, Mané il est buteur en finale de Ligue des Champions, mais l'année où Liverpool perd, l'année d'après c'est Salah qui marque le but victorieux, donc dans les souvenirs forcément c'est Salah qui reste. Et puis la saison toutes ces saisons là où Liverpool a été omniprésent, j'ai l'impression que il y avait plus Salah et Firmino qui étaient les causes de cette réussite-là offensive, et Mané qui était presque entre guillemets une conséquence de ce collectif qui marchait extrêmement bien, qui profitait de tout ça, même si son apport était énorme aussi. Ouais, et puis même tu t'en rends compte cette saison où ça marche beaucoup moins bien. Au final, tu vas pointer du doigt le fait que Mané fait une moins bonne saison, avec je crois qu'il a 8 buts et 6 passes, donc c'est pas non plus catastrophique, mais quand Liverpool est moins dominant, son rayonnement aussi s'en ressent, et du coup c'est lui que tu vas pointer du doigt plus que Salah qui continue, on va en parler plus tard, mais qui continue à faire ses stats même s'il est peut-être moins brillant. La transition est toute faite vers notre ami Mohamed Salah, qui a aujourd'hui 28 ans, 1m75. Il a commencé en Égypte, chez lui, avant de rejoindre le FC Bâle entre 2012 et 2014. Puis Chelsea, entre 2014 et 2016, mais son passage par Chelsea est marqué par des prêts à la Fiorentina et à la Roma. La Roma qui va l'acheter définitivement et le voir passer une saison là-bas entre 2016 et 2017, avant le grand saut donc vers Liverpool. Mohamed Salah, c'est un joueur, moi il y a une dimension à laquelle peut-être on ne pense pas tout de suite en l'évoquant,
c'est la dimension physique de ce joueur qui, je trouve, a énormément évolué ces dernières saisons à Liverpool. C'est un joueur très très costaud, les cuisses, attention. Et c'est un joueur qui, au-delà de l'impact physique, tient aussi en termes d'endurance. J'ai noté que depuis son arrivée à Liverpool, en 2017, il a raté 7 matchs de Première Ligue. Ouais, la montée en puissance physique, elle est très impressionnante. Un peu sur le même schéma que Mahrez, c'est un joueur qui fait pas de vrai centre de formation, qui va arriver en Europe vraiment sur le tard à 20 ans. Et même si Mané, au final, arrive à 19 ans, il a ce côté génération foot avec un club européen derrière, finalement. Donc c'est quasiment comme s'il était dans un centre de formation européen. Donc la formation de Salah qui se fait dans un club égyptien, elle est différente. Et donc là, son évolution, en effet, surtout depuis son arrivée à Liverpool, mais déjà tu voyais des bribes à la Roma ou à la Fiorentina. Et en fait, son passage avec Klopp va lui permettre vraiment de prendre cette dimension de footballeur total. Même si il fait les efforts, on va dire, pour s'intégrer au fameux GGN Pressing. C'est pas non plus le joueur le plus sollicité là-dedans. Clairement, je pense que des 11, c'est celui qui en... Enfin, des 10, parce que Alisson, il en fait quand même pas énorme. Mais des de la tête, maintenant. Ouais, des 10 joueurs de champ, je pense que c'est quand même le moins sollicité. Mais il fait vraiment sa part, beaucoup plus que certaines stars offensives dans les grands clubs européens. Donc ouais, vraiment, ce côté dimension physique est vraiment impressionnant. Et aussi dans sa couverture de balle, ça se voit... On le voit beaucoup plus difficile de lui prendre le ballon que ça pouvait l'être à une époque. Il est vraiment capable de jouer de son corps pour tromper les défenses. Donc ouais, très très costaud Mohamed Salah. Ouais, t'as l'image même d'une photo qui tourne souvent, c'est où tu le vois torse nu avec ses tablettes de chocolat. Et la différence avec le Salah quand il arrive à Chelsea, où il est tout frêle, etc., c'est vrai que c'est une vraie évolution dans son jeu. Et ça lui permet d'être plus solide sur les appuis, plus à même de résister au contact de Première Ligue. Et c'est ce qui, je pense, lui a fait aussi défaut à son arrivée à Chelsea, où il arrive de Bâle, qui est un bon tremplin quand même en Europe, parce que tu goûtes à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, tout en étant dans un championnat de seconde zone. Mais oui, je pense que ça a une vraie évolution qui marque aussi le fait qu'il est aussi beaucoup moins blessé depuis qu'il est à Liverpool qu'à ses débuts en Europe. Autre évolution très importante chez Salah, c'est le profil en fait du joueur, c'est-à-dire que ça fait partie de ces joueurs qui n'avaient pas a priori les qualités pour être des gros buteurs et qui d'un coup se sont mis à marquer comme des serial buteurs. Salah, à la base, effectivement, c'était ce physique frêle, plus délié, etc. Première saison à Liverpool, plus de 40 buts, quoi. Donc, et du coup, ça rejoint une autre observation qui est que son adaptation à Liverpool a été absolument exceptionnelle quand on se rappelle des difficultés qu'il avait rencontrées du côté de Chelsea. Après, de ce que j'ai pu lire, ça a toujours été quelqu'un d'attiré par le but quand même. D'accord. C'est-à-dire qu'il c'était un joueur de côté de par ses qualités. Je pense que quand il est arrivé en Europe, on l'a installé là parce que quand tu fais 1m75, que t'es pas très costaud, bah, du coup c'est compliqué de te mettre dans une position axiale. Mais en Égypte, dans sa jeunesse, j'ai lu des trucs comme quoi, voilà, dès qu'il marquait pas, il pleurait, il se mettait dans des états pas possibles. Donc c'est quand même quelqu'un de vraiment attiré par le but au départ. Et en effet, Klopp a réussi à en faire cet hybride un petit peu à la... Voilà, encore une fois, on fait des comparaisons, mais un peu à la Cristiano de Manchester, c'est-à-dire cet hybride de mec qui part de côté, mais qui en même temps a une vraie place à prendre dans l'axe, parce que son avant-centre, bah, c'est pas un pur avant-centre, c'est un mec qui va décrocher, donc il a de la place pour s'exprimer aussi dans la surface. Et voilà, je pense que son évolution, elle est aussi possible parce que c'est un joueur ultra complet. C'est un joueur qui est attiré par le but, qui va beaucoup marquer, mais c'est aussi pour moi le plus intelligent dans ses passes. Le plus fort pour donner la passe décisive à un coéquipier. C'est le plus habile pour trouver des angles, pour mettre les bons ballons dans la profondeur. Je trouve vraiment que du coup ça lui débloque des situations parce que il a un peu, comme on dirait en basket, la triple menace, quoi. Il peut tout faire, il peut dribbler, il peut passer et il peut tirer avec la même efficacité. Il a un peu des qualités de Mahrez dans l'élimination et dans le 1 contre 1, même si c'est pas forcément aussi poussé. Mais il a aussi les qualités de percussion et d'appel et de grosses courses de Sadio Mané, ce qui en fait un joueur très complet,
accompagné de sa finesse dans la passe, effectivement, ça en fait une menace à plus d'un titre, en plus de sa grosse qualité aussi de son pied gauche et sur coup de pied arrêté. Le rôle de Firmino, aussi bien pour Mané que pour Salah, est fondamental. C'est qu'il leur permet à tous les deux de prendre les espaces qu'un attaquant, on va dire, typique, numéro 9, planté entre les deux centraux, ne permettrait peut-être pas à Salah et à Mané de faire. C'est aussi le système qui a le système Klopp et l'arrivée de Firmino, d'Offenheim a un peu passé sous silence, que tout le monde se demandait pourquoi, qui fait que les deux peuvent s'épanouir dans ce collectif ultra rodé, quoi. Même si à la Roma, on a eu des indices très très forts quand même d'un Salah capable d'être prépondérant dans un système et une idée de jeu complètement différente. Et pour terminer, ce que j'aimais bien, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que Salah, lui, même dans une saison très très compliquée pour Liverpool, a continué de statistiquement être très très intéressant, de marquer, de faire marquer. Voilà, ça en fait un joueur très régulier et qui a très peu de temps faible en fait depuis la Roma. On va même devoir classer ces 3 individus. Ça va pas forcément être très facile. C'est parti pour le temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus. David, on va te laisser nous dévoiler ton secret. Alors j'ai choisi de mettre Mohamed Salah en titulaire, aussi bien pour son apport sur le terrain, mais aussi pour l'image qu'il renvoie, dont j'en parlais tout à l'heure dans l'échauffement. Mais c'est quelqu'un qui a permis de démocratiser l'islam dans le foot. J'ai vu une étude qui disait qu'à son arrivée à Liverpool et à sa réussite à Liverpool, les actes islamophobes avaient baissé de 19% dans la ville. C'est quand même c'est incroyable, quoi. Et du coup, je trouve que ce côté sociétal, en plus du sportif, ne peut pas être mis de côté et qui me pousse à le mettre titulaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a prouvé cette saison que même en ayant des temps faibles, en étant peut-être absent des débats pendant un match, il arrive quand même à planter ses buts et à être statistiquement prêt et présent. À la différence de Mané, du coup Mané, je vais le mettre pas remplaçant, mais bien au placard. Ouais, je le mets au placard parce que, comme tu as dit, il a un ego. Et le fait d'être sur le banc, ça lui plaît pas. Donc, autant qu'il reste à la maison. Non, en fait, en étant plus sérieux, si je le mets au placard, c'est tout simplement parce que là, sa saison, même si on ne veut pas être sur le prisme de l'instant T, montre qu'il a besoin, plus que peut-être les deux autres, d'avoir un collectif pour pouvoir briller. Et c'est ce qui me pousse à le mettre en placard par rapport à Mahrez, qui a toujours eu cette faculté à faire la différence tout seul, même si ça n'a jamais été peut-être des fois à bon escient, mais il a eu cette capacité à se mettre en lumière et à réussir, comme on l'a vu là contre le PSG, où c'est lui qui qualifie presque à lui tout seul Manchester City. Du coup, je trouve que aussi le fait qu'il ait été remplaçant à City permet à Mahrez de prendre cette place de remplaçant. Alors je vais avoir le même classement que toi, David, avec l'ami Mohamed Salah en titulaire, indiscutable, clairement. Dans son influence et ses stats à l'échelle d'une saison, c'est l'un des rares joueurs quand même qui s'est rapproché des 2 monstres qu'on a eu la chance de voir évoluer, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Puis voilà, il a fait forte impression dans 2 championnats majeurs, il gagne la Ligue des Champions et il marque en finale de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de références quand même pour un joueur qui, je pense, a encore beaucoup à nous offrir. Sur le banc, Riyad Mahrez, il arrive pas si loin que ça, même s'il a pour moi peut-être un tout petit peu moins de talent. Il a quand même soulevé des montagnes, d'une part individuellement par son parcours, et d'une autre part collectivement par ses réussites, surtout avec Leicester et l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Il a gagné gros avec des équipes qui, Leicester encore plus que l'Algérie, n'étaient pas a priori favorites. Au placard, Sadio Mané, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il sait faire plus de choses que les 2 autres devant le but notamment, mais comme on l'a dit, on lui associe quand même un peu moins le succès de Liverpool que Salah et Firmino. Et voilà, après c'est des symboles, il a perdu la finale de Cannes que Mahrez a gagné, c'est des petits rendez-vous ratés comme ça, il en aura peut-être d'autres. Et d'ici là, mon classement peut-être changera, mais pour l'instant, c'est Sadio Mané au placard, n'en déplaise aux supporters du FC Metz. Pour moi, ça sera aussi Mohamed Salah titulaire, comme tu disais, pour moi, en effet, indiscutable. Trop de constance, un prime que les 2 autres n'ont jamais atteint,
Et comme tu disais, on a peut-être pas vu le meilleur Salah, c'est le plus jeune des trois, si je dis pas de bêtises, ça se joue à pas grand-chose, mais je pense que c'est encore celui qui peut nous en montrer le plus. Il fait 2 fois top 6 du Ballon d'Or. Sa carrière internationale, on en a très peu parlé, mais elle est déjà très belle. Il a 43 buts en 69 sélections avec l'Égypte. Il a déjà fait une finale de Cannes. Il a la malchance de s'être blessé juste avant la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Il l'a quand même joué, mais avec une épaule déboîtée. Après, voilà, pour moi, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est de pas toujours être un leader formidable sur le terrain. Je le trouve un petit peu taiseux et un peu sans émotion. Mais tout ce qu'il apporte aussi culturellement, voilà, c'est trop grand pour ne pas être titulaire. En remplaçant, je vais prendre Sadio Mané parce que je valorise beaucoup la constance de Mané, sa capacité à avoir eu une carrière idéale en fait. Je trouve que tu peux pas faire une carrière mieux construite, c'est aussi de par ses choix. Il a certainement été très bien accompagné dans sa carrière et je trouve que c'est un joueur qui va pouvoir t'apporter dans toutes les situations, et même si il va peut-être pas forcément aimer d'être remplaçant, c'est un joueur que je peux faire rentrer à n'importe quel poste, et donc du coup ça m'est bien utile en sortie de banc. Et pour Riyad, si je le mets au placard, c'est parce que voilà, encore un petit peu irrégulier, très belle saison là avec City, une très belle saison avec Leicester, une très belle CAN avec l'Algérie, mais en fait on retient chez Mahrez des moments qui restent pour moi des bribes. On n'est pas encore dans la continuité, dans la constance, et mine de rien il a déjà 30 ans. Et en fait, ça me fait un peu douter sur sa capacité à être vraiment un jour constant sur la durée de 2-3 saisons. Et donc ces petits doutes-là par rapport aux deux autres me font le mettre au placard. Voilà pour notre classement, on attend le vôtre. Pas le droit de tricher, vous nous donnez le classement avant la finale de la Ligue des Champions, parce qu'il y a des chances que le palmarès de Riyad Mahrez grandisse un petit peu d'ici là. En tout cas, plus sérieusement, on attend vos commentaires, vos accords ou désaccords. D'ici là, portez-vous bien, bonne finale de Ligue des Champions à tous. Et merci encore à vous deux, David et Geoffrey. Allez Thomas. Salut tout le monde.